Ouais, parce que c'est quand même les gros sujets avec les élections en Iran. Alors ce qui est intéressant, c'est que le monde occidental allié à un certain islam, ça permet de le vérifier, notamment l'islam des frères musulmans, avait décrété la mort politique, voire physique, du président syrien Assad. Le régime de Bachar el-Assad ne tiendra pas. Sa chute est inéluctable. Je pense que la fin se rapproche pour M. Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, vous avez vu, même si c'est controversé, que même les Russes l'envisagent. Et l'on se souvient de cet ambassadeur à Bagdad, démissionnant à la télé. Ou encore de cet ami d'enfance de Bachar, le général Manaf Slas, parti en juillet. C'est à une véritable érosion de ses élites, tant politique que militaire, que le vacillant régime de Damas est désormais confronté. Que d'ailleurs les journalistes qui aujourd'hui sont, comme je l'ai dit, systématiquement des putes et des menteurs, traitent de dictateur, alors qu'il n'est pas un dictateur. Hein. C'est un homme d'État légitime dans son pays. Il n'a pas fait de coup d'État, il n'a pas usurpé le pouvoir, donc déjà, rappeler ça. Et sur le plan, je dirais même de la violence policière et de ce qu'il incarne, il est très en dessous d'Erdogan, il faut quand même le rappeler. C'est en Turquie qu'il y a le plus de journalistes en tôle, de généraux en tôle et de gens physiquement persécutés. Actuellement, 90 journalistes et professionnels des médias au moins sont derrière les barreaux en Turquie. Il n'y en avait jamais eu autant depuis le putsch militaire il y a 32 ans. En fait, il faut remonter à 2006, quand la loi antiterroriste a été renforcée. Cette loi antiterroriste a des contours extrêmement flous et les magistrats l'utilisent à tort et à travers. Pour vous donner un exemple, en 2005, 273 condamnations pour terrorisme en Turquie, et après l'adoption de la loi, en 2009, par exemple, pour 2009 seulement, 6300 condamnations. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde avait décrété que Assad était mort, était fini. On se rappelle de Fabius, qui, en tant que ministre des Affaires étrangères, s'est permis de dire qu'il ne méritait pas d'être sur Terre, c'est-à-dire a appelé à son assassinat. M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la Terre. Je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. C'est quand même assez fort pour un ministre des Affaires étrangères d'une république, parce qu'on est évidemment... c'est pas la Corée du Nord, quoique. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, Assad est en train de gagner la guerre. C'est un sérieux revers pour le camp des insurgés syriens. Désormais, la totalité de la ville stratégique de Qousseir est aux mains de l'armée de Bachar el-Assad et des combattants du Hezbollah. Le groupe armé chiite libanais a été en première ligne durant les combats qui ont duré 2 semaines et demie. Situé dans la province de Homs, Qousseir a été une place forte de la rébellion durant 18 mois. Aujourd'hui, sa prise par l'armée permet à Damas d'ouvrir la voie vers le littoral, fief du camp Assad. Et que tous ceux qui se sont acharnés contre lui, et Erdogan est le pire, parce que c'est d'autant plus dégueulasse qu'ils avaient des accords de coopération, qu'il y a des liens historiques, en plus d'une frontière commune entre la Turquie et la Syrie. Il y a des tas de liens familiaux, ethniques, il y a vraiment la Turquie et la Syrie sont des pays apparentés, des pays frères, et Erdogan a poignardé dans le dos Assad. La Turquie a choisi son camp. Ankara ne veut plus soutenir Damas. Alors que l'afflux de citoyens syriens fuyant la répression se poursuit en Turquie, le Premier ministre turc accuse Damas d'atrocité. Bachar el-Assad ne semble plus être l'ami de Recep Tayyip Erdogan, comme il en parlait quelquefois avant le mouvement de la révolte en Syrie. Les États-Unis et la Turquie vont continuer à faire pression pour obtenir le départ du dirigeant syrien Bachar el-Assad. Le président américain et le Premier ministre turc ont réaffirmé leur convergence de vues ce jeudi lors d'un entretien à la Maison-Blanche. C'est là d'ailleurs qu'on a compris qu'il jouait un double jeu et que finalement c'est un atlantiste soumis au nouvel ordre mondial, tout en étant affilié aux frères musulmans. Ça permet de bien faire des liens entre finalement oppression de l'empire et rôle pervers joué par un certain islam incarné par les frères musulmans. Enfin, finalement, Assad est toujours là. Erdogan, lui, est violemment déstabilisé en ce moment. Donc ça, c'est un peu, je dirais, une espèce de justice immanente, un châtiment. C'est que finalement, c'est Erdogan qui a géré la colère de sa propre population aujourd'hui, alors que Assad, par sa lutte et sa résistance héroïque contre ces entreprises de déstabilisation et de terreur extérieure, est sans doute plus légitime, plus apprécié par le peuple syrien que jamais. Donc là, de temps en temps, on a le plaisir de voir une certaine justice immanente s'accomplir, sans parler d'une certaine vérité qui se fait jour. Je rappelle que ça fait déjà... je ne sais pas si c'est 2 ans, mais que je dis la vérité et toute la vérité sur la réalité de l'affaire syrienne. Et de toute façon, dans les contestations, on va dire 3 niveaux de contestation.
une contestation, on va dire, bourgeoise sur un mode un peu libertaire qui voudrait plus de modernité, qui est un peu la naïveté souvent des jeunesses effectivement qui regardent les médias étrangers, un soutien au régime de la part des gens qui ont une conscience politique plus aiguë, qui savent le danger qu'encourt la Syrie si elle est déstabilisée, et puis après une volonté effectivement de déstabilisation de l'extérieur en s'appuyant en général sur des groupes islamistes radicaux, à mon avis effectivement financés par sans doute l'Arabie Saoudite qui travaille la main dans la main avec l'Empire, c'est-à-dire force américano-sioniste, pour faire tomber ce régime. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus Amal Bruno, pratiquement plus personne pour oser mentir à ce point-là en parlant de révolution populaire et démocratique de l'intérieur. Il n'y a plus que Fabius, le vampire du Quai d'Orsay, pour oser encore raconter ce genre de mensonges. Donc que finalement la situation actuelle d'Erdogan serve d'exemple à tous les chiens de l'Empire, et que ceux finalement qui croient monter par l'Empire finalement sont châtiés finalement par l'Empire. Et quand je dis châtiés par l'Empire, il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on s'est réjoui que Erdogan est déstabilisé dans son propre pays, il faut voir qu'il est déstabilisé par des mouvements de type orange, de jeunes, démocratiques. La plupart de ces manifestants sont des jeunes, des étudiants tournés vers l'Occident. Pourtant, si certains se comparent au mouvement des indignés, d'autres se réfèrent au printemps arabe. Et puis il y a les kémalistes qui se disent défenseurs de la République qui côtoient les étudiants. Tous partagent cette même crainte pour l'avenir de la laïcité en Turquie. Et que dès qu'il y a des mouvements d'étudiants qui se mettent en branle sur une ligne de démocratie, il faut toujours être certain que derrière, il y a les mouvements d'agitation internationaux de type Soros. Et la méthode est efficace. Nous sommes allés le vérifier en Géorgie. Une Géorgie qui, depuis la révolution des roses en 2003, a basculé dans le camp américain. Les États-Unis déversent ici plus de 100 millions de dollars par an d'aides diverses et possèdent, comme au Kyrgyzstan, une base militaire stratégique. Ici, c'est cet homme, George Soros, le multimilliardaire américain proche du Parti démocrate, qui a aidé les leaders de la révolution des roses grâce à sa fondation Open Society. Et que donc ce sont les mêmes qui ont poussé Erdogan à trahir la Syrie qui sont en train de le déstabiliser en partie, même si on ne doit pas ignorer la colère du peuple turc contre Erdogan, contre sa politique étrangère. Je pense que le peuple turc n'a pas du tout aimé cette manière dont la Turquie s'est retournée contre la Syrie, c'est sûr. Mais là, on voit bien que par rapport à cette mécanique contestataire de jeunes pour des prétextes souvent écologiques, droits de l'homme, sociétaux. Ils restreignent nos droits, même celui de s'amuser. Par exemple, ils interdisent l'alcool à certains endroits. Interdire la pilule, interdire l'avortement, tout ça, ce sont des choses tellement privées. Et donc les gens se disent que là, non, stop, quoi. T'as pas le droit de décider de comment moi, citoyen libre, doit vivre ou ne doit pas vivre, en fait. On voit bien que derrière, il y a la main de l'Empire à travers les réseaux sociaux. C'est la même chose que les révolutions orange ou que les révolutions de Jasmin. Et que donc, non seulement il a fait le tapin pour l'Empire, Erdogan, avec des buts peut-être grand turc, mais très très aventureux et assez bête quelque part, parce que je pense que personne ne laissera à la Turquie reconstituer le califat. Ils serviront de tapin et ils seront châtiés exactement comme Saddam Hussein finalement, qui a cru pouvoir jouer ce jeu subtil et comme dirais-je, on ne ruse pas avec le diable, il faut bien qu'ils le comprennent. Là, c'est moi avec bouche père. L'ancien président de Géorgie, Edouard Shevardnadze, lui, n'est plus rien du tout. Chassé du pouvoir, il vit avec ses souvenirs et une certitude. Les jeunes politiciens qui ont pris le pouvoir ont été pour la plupart financés par George Soros, le célèbre milliardaire américain. Je ne sais pas pourquoi il a voulu renverser le gouvernement géorgien. Mais ça n'a pas été une révolution. C'était un coup d'État. Donc que la situation actuelle d'Erdogan serve de leçon de morale, effectivement, à ceux qui trahissent leurs alliés naturels, qui tapinent pour l'Empire et qui, en dernière instance,
comme remerciement, sont aussi virés par l'Empire. Qu'on se rappelle de Ben Ali ou de Moubarak, c'est la même chose. Hein, voilà. Donc Erdogan, bien fait pour toi, tant pis pour toi, et finalement, Assad va bientôt t'appeler pour t'expliquer comment il faut faire pour avoir son peuple derrière soi. Hein, et il faudra que tu écoutes ses conseils. Voilà.